Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. L'affaire Epstein est devenue l'un des dossiers les plus sensibles d'Internet, parce qu'il y a des crimes bien réels, des victimes bien réelles, et autour, une masse d'informations, d'interprétations et de théories qui s'entremêlent. Depuis début 2026, plus de 3 millions de pages et de fichiers ont été rendus publics. Documents judiciaires, annexes, photos, vidéos, plus de 3 millions. Et face à un volume pareil, on se dit forcément que la vérité se trouve là-dedans, quelque part, au milieu de cette masse. Alors très vite, Internet s'est transformé en un immense terrain d'enquête. Des milliers d'internautes se sont mis à fouiller, analyser, interpréter chaque document. Certaines informations se sont révélées fondées et d'autres ont donné naissance à de nouvelles théories. Mais le problème, c'est qu'un puzzle de plusieurs millions de pièces ne se résout pas en regardant qu'un seul morceau. On peut tomber sur un élément qui paraît tout expliquer et pourtant passer complètement à côté de l'ensemble. Pour préparer cette vidéo, j'ai consulté des documents judiciaires, des articles d'enquête, des décisions de justice, mais j'ai aussi observé ce qui circulait sur les réseaux sociaux et même sur certains forums du dark web, avec toujours la même règle, ce qui est vérifiable d'un côté et le reste de l'autre. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire quoi penser, mais je vais prendre le temps de démêler les faits confirmés et les questions qui restent sans réponse. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, et tant qu'on parle d'une affaire comme celle-ci, laissez-moi prendre quelques secondes pour vous présenter le sponsor de cette vidéo, Sift. Sift est une application basée sur l'IA qui vous permet de suivre l'actualité en toute simplicité partout dans le monde et sans aucune barrière de la langue. Son utilisation est très simple et l'application est même devenue l'une des apps d'actualité les mieux classées, atteignant la première place dans pas mal de pays, dont la France. Concrètement, vous tapez un sujet qui vous intéresse, n'importe lequel, et Sift va analyser des sources fiables partout dans le monde, dans différentes langues, pour vous proposer un résumé clair, structuré et traduit. Donc au lieu de passer 2 heures à ouvrir 15 onglets pour comprendre un sujet, là vous avez l'essentiel en quelques minutes. Ce qui est top aussi, c'est qu'il n'y a pas de catégorie imposée ni de limite. Vous pouvez suivre absolument tout. Affaires judiciaires, sport, économie, tech, etc. Bref, ce qui vous intéresse. Et en plus d'avoir le condensé de l'information, vous pouvez aller plus loin en accédant aux sources complètes et approfondir le sujet avec plus de détails. Les informations sont mises à jour en temps réel et vous recevez aussi des résumés quotidiens de l'actualité que vous pouvez maintenant écouter en format podcast, ce qui peut être très pratique dans les transports par exemple. Sift est disponible sur iOS, Android et sur le web via sift.ai et surtout c'est gratuit. Alors si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Bon, revenons à notre affaire. Avant les îles privées, les jets et les procès, il y avait un point de départ. Et pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut revenir au tout début. Qui était réellement Jeffrey Epstein ? Jeffrey Edward Epstein naît le 20 janvier 1953 à Brooklyn, dans l'État de New York. Son père travaille pour le département des parcs de la ville, il est donc employé municipal, et sa mère est assistante scolaire. Il grandit dans un environnement de classe moyenne, sans fortune familiale connue et sans réseau d'élite à la naissance. Donc au départ, rien ne le distingue particulièrement. Il fréquente le lycée Lafayette High School à Brooklyn et, selon plusieurs biographies, il saute 2 classes et obtient son diplôme vers 16 ans, autour de 1969. Epstein est décrit comme un élève intelligent, à l'aise avec les chiffres, mais surtout avec les autres. Il parle bien et se démarque par sa sociabilité. Après le lycée, il fréquente d'abord la Cooper Union, une école d'ingénierie réputée à New York, puis la New York University. Mais il ne termine pas ses études. Et ça, c'est un point factuel très important. Jeffrey Epstein n'a aucun diplôme universitaire. Il n'a pas de diplôme en finance, il n'a pas de diplôme en économie, il n'a pas de diplôme en mathématiques. Et pourtant, c'est précisément ici que sa trajectoire commence à être un peu étrange. En 1974, Jeffrey Epstein a 21 ans, il n'a aucun diplôme universitaire comme je vous le disais, et pourtant, il est embauché comme professeur de mathématiques et de physique à la Dalton School, l'une des écoles privées les plus prestigieuses de Manhattan. La Dalton School n'est pas une école ordinaire. Elle accueille les enfants de familles très riches et influentes. Banquiers, entrepreneurs, dirigeants, personnalités du monde des affaires. Entrer à la Dalton School, c'est déjà entrer dans un autre monde. Alors, bien sûr, la première question qui se pose, c'est comment un jeune homme de 21 ans, qui je le rappelle n'a aucun diplôme universitaire et vient d'une famille modeste, obtient-il un emploi dans une école aussi sélective ? Et bien la réponse, c'est le directeur. À l'époque, le directeur de l'école s'appelle Donald Barr et il est réputé pour recruter différemment. Il mise plutôt sur le potentiel et la personnalité que sur les diplômes. Et donc, Epstein aurait réussi à le convaincre.
Sûr de lui, à l'aise à l'oral, il parle avec assurance, il capte l'attention et surtout, il a très vite compris l'importance des rapports sociaux. Alors, je sais que ce détail peut sembler anodin, mais en réalité, c'est ici que tout commence. Sa capacité à séduire intellectuellement, à inspirer confiance et à se rendre indispensable. Pendant 2 ans, Epstein enseigne donc les mathématiques et la physique dans cette école, mais finalement, tout ne se passe pas si parfaitement. Son style est décrit comme exubérant et certaines de ses interactions avec des élèves suscitent des interrogations. Plusieurs témoignages évoquent des attitudes jugées inappropriées ou des remarques déplacées. Alors à cette époque, rien n'est pénalement établi. Mais bon, pour un enseignant dans un établissement aussi prestigieux, son comportement dérange. En 1976, il est finalement licencié pour insuffisance professionnelle. La direction estime qu'il n'a pas le niveau attendu pour enseigner dans un établissement aussi exigeant. Tu m'étonnes, mais son passage à la Dalton School lui a offert quelque chose de beaucoup plus important qu'un simple emploi, un réseau. Parce que, au cours de ces 2 années, il a rencontré beaucoup de parents d'élèves issus de milieux financiers new-yorkais. Et surtout, il a bien sympathisé avec eux. En 1976, après son départ de la Dalton School, Jeffrey Epstein ne disparaît pas. Et au contraire, comme je vous le disais, parce qu'il a sympathisé avec pas mal de parents d'élèves issus des milieux financiers les plus influents de New York. Parmi eux, Alan Hayes Greenberg, dirigeant chez Bear Stearns, l'une des plus grandes banques d'investissement du pays. Epstein aurait réussi à entretenir le contact après avoir quitté l'école, et peu de temps plus tard, c'est justement Alan Greenberg qui lui obtient un poste chez Bear Stearns. Un parent d'élève vient de lui ouvrir les portes de Wall Street. Epstein commence modestement comme assistant d'un trader avant d'évoluer vers un poste de trader junior. Selon plusieurs sources, il aurait même menti sur certains éléments de son CV pour obtenir ce poste. Mais là où Epstein se distingue, c'est qu'une fois à l'intérieur, il apprend vite, très vite. Il assimile les mécanismes financiers, comprend les dynamiques de pouvoir et commence à maîtriser les codes d'un monde où tout repose sur la confiance et l'influence. En quelques années, il gravit les échelons et devient limited partner, un statut interne très important qui le place parmi les associés de Bear Stearns. Cette évolution lui apporte une crédibilité officielle et surtout une entrée reconnue dans l'élite financière new-yorkaise. Epstein n'est plus un professeur sans diplôme, c'est un homme de Wall Street. Et c'est précisément à ce moment-là que son ascension prend une autre dimension. En 1981, Jeffrey Epstein quitte Bear Stearns, mais il ne part pas affaibli, il quitte cette banque avec une grande crédibilité installée. Wall Street lui a donné un titre, une légitimité et surtout un carnet d'adresses. Il fonde alors sa propre structure, International Assets Group, une société qui propose d'aider des clients à récupérer des fonds détournés ou mal gérés. Et en 1982, il va créer la J. Epstein & Company avec une idée claire et audacieuse. Il n'affirme ne travailler qu'avec des clients disposant d'un patrimoine de plus d'$1 milliard. Et c'est ce choix stratégique qui va changer la perception qu'on a de lui. Aux yeux du milieu, il n'est plus simplement un ancien trader, il se présente maintenant comme un gestionnaire de fortune ultra sélectif, il utilise cette idée comme un outil marketing et un levier de crédibilité. Lorsque quelqu'un parle d'Epstein en précisant qu'il ne travaille que pour des milliardaires, l'image qui en ressort est forcément très puissante. Pour Epstein, ce n'est pas une question d'admiration, mais c'est une stratégie de positionnement. À cette période, il fait une rencontre très importante, Leslie Wexner, aussi appelé Les Wexner, un milliardaire américain à la tête d'un empire du commerce. Il contrôle notamment des marques comme Victoria's Secret ou encore Abercrombie & Fitch. À cette époque, c'est l'un des entrepreneurs les plus puissants du commerce américain. Epstein est présenté à Wexner par des contacts communs dans le milieu financier, le courant passe très vite et progressivement, Epstein devient son conseiller financier personnel. Mais attention, pas un conseiller classique. Wexner lui accorde une confiance totale. Epstein gère une partie de ses finances, de ses investissements et même de ses structures patrimoniales. Il obtient même un accès direct à ses comptes en banque. Bref, vous l'aurez compris, la relation dépasse largement le cadre d'un simple mandat professionnel. Cette collaboration va durer près de 20 ans. Et à partir de là, le statut d'Epstein change d'échelle. Il fréquente maintenant des milliardaires, il entre dans des cercles encore plus fermés et devient maintenant un vrai intermédiaire dans le monde des ultra-riches.
Parmi les éléments les plus marquants de cette période aussi, il y a le transfert d'une immense résidence à Manhattan. À l'origine, cette propriété appartenait à Wexner, mais elle a été ensuite cédée à Epstein pour un montant très inférieur à sa valeur estimée. Encore une fois, ça montre bien la relation particulière qu'il y avait entre ces deux hommes. Alors maintenant, si on prend encore plus de recul, on peut se poser une autre question. Comment est-ce qu'un homme sans diplôme universitaire peut gérer la fortune d'un milliardaire de ce niveau ? Ça paraît fou. Durant les années suivantes, Epstein multiplie les investissements. Certains se révèlent extrêmement lucratifs, mais son activité principale reste opaque. Il divulgue très peu d'informations sur ses autres clients, on connaît rarement la nature exacte des services qu'il propose, et son absence de transparence commence à alimenter certaines interrogations. À la fin des années 80, son nom apparaît également en lien avec Towers Financial, une société dirigée par Steven Hoffenberg, l'un des cofondateurs de PayPal, qui s'effondrera en 1993 dans ce qui sera décrit comme un système pyramidal de type Ponzi. Donc, dans une arnaque, quoi. Epstein n'a jamais été inculpé dans cette affaire, mais par contre, cet épisode ajoute quand même une nouvelle zone d'ombre autour du personnage et sur l'origine de sa fortune. Plus tard, Les Wexner déclara publiquement avoir été victime d'abus de confiance et de détournement financier de la part d'Epstein, mais attention, ces révélations n'arriveront que bien plus tard, à l'époque, dans les années 80-90, ce que l'on voit surtout, c'est une ascension spectaculaire. Epstein gère des milliardaires, fait beaucoup d'investissements et se retrouve dans un milieu ultra sélectif. Au début des années 90, Jeffrey Epstein n'est plus simplement un gestionnaire financier, il devient un homme de réseau. Il fréquente les dîners privés, les galas, il sait exactement où aller, qui approcher, et peu à peu, il est perçu dans ce milieu comme quelqu'un d'utile et de puissant. Il propose alors ses services pour aider les riches, il propose des financements, il organise des voyages, il met des gens en relation, il commence à apparaître publiquement aux côtés de personnalités mondialement connues comme Bill Clinton, Donald Trump, le prince Andrew, Bill Gates et d'autres figures du monde politique, économique ou du spectacle. Et c'est là qu'intervient un mécanisme puissant qu'il utilisait beaucoup, la preuve sociale. Quand quelqu'un est vu aux côtés de figures influentes, d'autres figures influentes pourront lui accorder leur confiance plus facilement. C'est ça, la preuve sociale. Et donc, pour lui, c'est un effet boule de neige positif immense. Plus il fréquente de personnes puissantes, plus il paraît légitime. Et plus il paraît légitime, plus son réseau s'élargit. C'est aussi à cette période qu'il rencontre une personne qui sera très importante dans sa vie, Ghislaine Maxwell. C'est la fille du magnat de la presse britannique Robert Maxwell. Ghislaine a grandi dans les cercles de l'élite internationale. Donc, elle connaît déjà les codes, elle connaît déjà beaucoup de monde et surtout, elle connaît les dynamiques sociales des milieux très privilégiés. Très vite, leur relation devient à la fois personnelle et professionnelle. Maxwell introduit Epstein auprès de figures de la haute société, elle facilite les connexions, elle organise des événements et progressivement, elle devient sa collaboratrice la plus proche. En parallèle, le train de vie d'Epstein devient nettement plus luxueux. Il achète un jet privé et également une île privée dans les Caraïbes, la fameuse île Little St. James. À savoir qu'un jet privé coûte plusieurs dizaines de millions de dollars et l'île Little St. James lui aurait coûté 8 millions de dollars. Et ces symboles de richesse renforcent forcément son image. Jet privé, île privée, résidence de luxe, tout contribue à construire l'image d'un homme puissant et incontournable. Et dans ces milieux, l'apparence joue un très grand rôle sur votre image. Plus vous semblez intouchable, plus vous paraissez fréquentable. Et donc, c'est à partir de maintenant que l'histoire devient beaucoup plus sombre. Au milieu des années 90, et pour la première fois, l'image d'Epstein commence à se fissurer. En 1996, Maria Farmer devient l'une des premières personnes à alerter les autorités au sujet de Jeffrey Epstein. Pour vous poser un peu le contexte, Maria Farmer rencontre Epstein dans le cadre de son travail artistique. Il lui achète plusieurs peintures, se montre intéressé par son univers et progressivement, il lui propose de collaborer sur des projets artistiques avec lui. Et bien sûr, pour une artiste en plein développement, l'opportunité est immense. Donc Maria accepte. Pensant évoluer dans un environnement artistique prestigieux, elle invite également sa sœur, Annie Farmer, âgée de 16 ans, à la rejoindre. Les deux sœurs séjournent dans différentes propriétés associées à Epstein et à la base, leur objectif est clair, faire de la peinture. Mais, selon le témoignage de Maria,
un événement marque une rupture. Un jour, Epstein lui propose de s'installer dans une vaste maison d'hôtes de 1000 m² située sur la propriété des Wexner, dans l'Ohio, histoire d'avoir de la place pour développer sa créativité artistique. En mai 1996, Maria Farmer se rend donc sur place. La propriété est immense, isolée, impressionnante. Mais très vite, quelque chose la met mal à l'aise. Elle découvre que le domaine est entièrement surveillé par du personnel armé. On lui explique qu'elle ne peut pas quitter librement la propriété et qu'elle doit téléphoner à Abigail Wexner, la femme de Les Wexner, pour obtenir l'autorisation de partir. Ce qui est bien sûr extrêmement perturbant. Maria affirme qu'elle aurait ensuite été agressée sexuellement à l'intérieur de cette maison par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, qu'elle aurait tout de même réussi à s'échapper, à quitter les lieux et à appeler les autorités. Elle affirme avoir contacté la police et le FBI le 26 août 1996, mais aucune poursuite n'est engagée à l'époque. Plus tard, sa sœur Annie Farmer déclara avoir également été agressée dans une autre propriété d'Epstein, le Zorro Ranch, situé au Nouveau-Mexique. À la suite de ces déclarations, Maria Farmer dit avoir subi des pressions par Ghislaine Maxwell, qui lui aurait notamment menacé de brûler ses œuvres, de ruiner sa carrière artistique et lui aurait même adressé des menaces de mort. Avec le recul, Maria Farmer est considérée comme l'une des premières personnes à avoir officiellement signalé Epstein aux autorités. Et pourtant, en 1996, son signalement ne déclenche aucune enquête. Presque 10 ans plus tard, en mars 2005, une mère découvre 300 $ dans le sac de sa belle-fille de 14 ans. L'adolescente explique qu'une amie lui a proposé de gagner de l'argent facilement en faisant simplement un massage chez un homme riche à Palm Beach. Inquiète, la mère questionne alors sa fille et elle comprend rapidement qu'il ne s'agit pas d'un simple massage. Bref, une plainte est déposée et une enquête est ouverte immédiatement. En avançant dans leurs investigations, les policiers découvrent que d'autres adolescentes rapportent des témoignages similaires. Le même schéma apparaît à chaque fois, un premier contact, la promesse d'argent en échange d'un massage qui ne se limite au final pas qu'à un massage. Très vite, les autorités réalisent qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'un mécanisme répété. Il y aurait beaucoup de victimes, dont une certaine Virginia Roberts, qui deviendra plus tard, après son mariage, Virginia Giuffre, dont le témoignage jouera un rôle primordial dans cette affaire. Au début des années 2000, Virginia Roberts travaille dans un spa. À ce moment-là, elle est adolescente, elle n'a que 16 ans. Un jour, une cliente engage la conversation avec elle. Cette cliente, c'est Ghislaine Maxwell. Elle se montre chaleureuse, attentive, s'intéresse à sa vie, à ses projets, à sa situation personnelle, puis elle évoque une opportunité. Maxwell explique qu'elle connaît un homme riche qui cherche une nouvelle masseuse pour des séances privées. Un travail simple, bien rémunéré, dans un cadre luxueux. Pour Virginia, l'offre paraît sérieuse et donc elle accepte de rencontrer cet homme. Cet homme, c'est Jeffrey Epstein. Alors au départ, elle commence effectivement à travailler comme masseuse, mais très vite, la situation change de nature et elle affirme avoir été abusée par Epstein à plusieurs reprises. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans ses déclarations publiques, Virginia affirme avoir été présentée à plusieurs hommes influents. Elle cite notamment le prince Andrew, membre de la famille royale britannique, qu'elle aurait rencontré au début des années 2000, alors qu'elle était encore mineure. Ces accusations ont toujours été contestées par le prince Andrew, qui nie toute relation avec une mineure. Jusqu'à présent, il n'avait jamais été arrêté ni inculpé, mais aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 19 février 2026, et donc ce matin, l'ex-prince Andrew a été arrêté dans le cadre d'une procédure liée à cette affaire. Virginia a également affirmé avoir été déplacée entre différentes propriétés, dont la résidence de Manhattan, Palm Beach, le ranch Zorro au Nouveau-Mexique et bien sûr la fameuse île privée Little St. James. Elle évoque des voyages en jet privé, un avion que la presse surnommera plus tard le Lolita Express, en référence au roman de Vladimir Nabokov Lolita, dans lequel un homme adulte séduit une jeune fille mineure. Virginia explique avoir été intégrée dans un système très organisé où les déplacements et les rencontres étaient orchestrés de manière méthodique et dans un but précis. Et bien sûr, l'isolement de l'île, accessible uniquement par bateau ou avion privé, renforce encore cette impression. Une fois sur place, entouré d'eau et loin de tout, il est impossible de s'enfuir. Toujours selon le témoignage de Virginia, Ghislaine Maxwell lui aurait ensuite proposé de partir en Thaïlande pour y apprendre de nouvelles techniques de massage. Mais une fois sur place, ça ne se serait pas du tout passé comme prévu. Elle va rencontrer celui qui deviendra son mari, avec qui elle s'installera ensuite en Australie, loin du réseau d'Epstein. Pendant plusieurs années, Virginia garde le silence.
Et puis, progressivement, elle prend la parole publiquement. Et son témoignage va marquer un vrai tournant. En racontant son histoire dans les médias et devant la justice, Virginia Giuffre devient l'une des figures centrales du côté des victimes dans l'affaire Epstein. À partir de ce moment-là, d'autres femmes commencent elles aussi à s'exprimer. Certaines rejoignent les procédures judiciaires, d'autres contactent des avocats, d'autres encore témoignent anonymement, et Virginia, elle, participe à cette dynamique, notamment en soutenant publiquement les victimes et en s'impliquant dans des actions collectives. Dans les documents judiciaires, beaucoup de plaignantes apparaissent sous l'appellation Jane Doe, qui est un nom qui sera utilisé pour protéger l'identité des victimes, et donc des dizaines de personnes témoigneront sous le nom Jane Doe, ce qui montre bien l'ampleur du système. Toutes ces femmes racontent des expériences qui présentent des points communs troublants, et c'est à partir de là qu'on commence à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'actes isolés par Epstein et Maxwell, mais plutôt d'un système organisé, avec des méthodes très précises pour approcher, recruter et maintenir ces jeunes filles sous influence. Les témoignages de toutes ces femmes permettent progressivement de reconstituer le mécanisme et les méthodes utilisées pour attirer, recruter et piéger les jeunes filles. Et selon les victimes et les procédures judiciaires, le même schéma apparaît à chaque fois. D'abord, le rôle central de Ghislaine Maxwell. Selon de nombreuses victimes, elle n'était pas une simple compagne d'Epstein. Elle jouait un rôle actif dans la mise en confiance. Elle abordait les jeunes filles, instaurait un climat rassurant, presque maternel. Elle parlait d'opportunités, de travail, d'argent et parfois même de carrière. Sa présence permettait d'éviter les soupçons. Une femme élégante, issue de la haute société, semblait rendre la situation plus normale. Ensuite, plusieurs témoignages mentionnent Jean-Luc Brunel, un agent de mannequin français très riche et influent. Cet homme aurait carrément livré plusieurs dizaines de jeunes femmes à Epstein, notamment sur son île Little St. James, mais pas que. Jean-Luc Brunel sera d'ailleurs plus tard mis en examen en France dans des affaires liées à Epstein, avant d'être trouvé mort en détention en 2022, avant d'être jugé. Son nom apparaît dans de nombreuses dépositions, où il est présenté comme un intermédiaire clé dans le fonctionnement de ce réseau. Autre mode de recrutement, le système dit pyramidal. Après un premier massage, certaines adolescentes affirment avoir reçu de l'argent supplémentaire si elles acceptaient de ramener d'autres filles. Des copines à elles par exemple. Le mécanisme est très simple, une adolescente en recrute une autre, qui en recrute une autre, etc. etc. Ce fonctionnement permet au réseau de s'étendre très rapidement sans que les recruteurs officiels n'apparaissent en première ligne, donc sans éveiller les soupçons sur Epstein. Certaines victimes ont expliqué bien plus tard avoir effectivement ramené pas mal de jeunes filles avec ce système pyramidal. Par exemple, une adolescente en aurait ramené 40 à elle toute seule et une autre plus de 60. Et selon plusieurs témoignages, ce système de recrutement était largement orchestré par Ghislaine Maxwell, qui encadrait, encourageait et organisait ces mises en relation. D'autres méthodes d'approche sont aussi décrites. Certaines jeunes filles racontent avoir été abordées dans des centres commerciaux, dans des écoles ou même dans des quartiers défavorisés. La promesse était toujours la même, de l'argent facile pour un simple massage. Bref, tous ces éléments montrent bien le système organisé avec des rôles bien précis et des méthodes répétées. En 2005, à la suite des premiers témoignages et des plaintes déposées, Jeffrey Epstein est interrogé. Mais pourtant, il n'est pas arrêté. Ce n'est que 3 ans plus tard, en 2008, qu'il s'entoure d'une équipe d'avocats et conclut un accord judiciaire. Il plaide coupable pour sollicitation de mineurs et sollicitation de prostitution. En échange, il obtient un accord de non-poursuite fédérale. En gros, ça veut dire que toutes les charges lourdes, notamment liées au trafic sexuel, ne seront pas retenues contre lui. Would you raise your right hand, please? Yes. Do you solemnly swear the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Yes, I do. Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. En juin 2008, il est condamné à 18 mois de détention, mais avec des conditions quand même très particulières. Durant son incarcération, il bénéficie d'un régime de work release. Il est autorisé à quitter la prison jusqu'à 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour se rendre à son bureau. Il passe donc une très grande partie de sa peine en dehors de la prison. Alors que, je le rappelle, des dizaines de victimes ont déjà été identifiées. Mais c'est pas tout, puisqu'au final, il ne purge que 13 mois de détention grâce à une réduction pour bonne conduite. Mais cet accord de 2008 suscite immédiatement une immense colère,
chez les victimes et leurs avocats, d'autant plus qu'à l'époque, la police de Palm Beach et le FBI avaient affirmé à des dizaines de victimes que, au vu de la gravité des faits, Epstein serait condamné à la prison à vie. Donc ouais, forcément, il y a un truc qui va pas là. Et autre point important, cet accord ne concerne pas uniquement Jeffrey Epstein, mais il concerne tous ses complices. Ils bénéficient tous d'une immunité fédérale. Les conditions de cet accord et de la libération d'Epstein susciteront beaucoup de critiques. Et on se demandera notamment comment un dossier d'une telle gravité a pu aboutir à un traitement judiciaire aussi léger. Après sa sortie de prison en 2009, on pourrait penser que Jeffrey Epstein disparaîtrait du paysage, qu'il serait mis à l'écart et qu'il perdrait son réseau. Mais non, c'est tout l'inverse qui se produit. Malgré sa condamnation, il maintient un réseau social très actif. Il continue de fréquenter des milieux influents, d'organiser des dîners privés et de recevoir dans ses propriétés. Entre 2009 et 2018, il n'est donc pas exclu de la haute société. Alors, certaines portes se ferment, c'est vrai, mais beaucoup restent ouvertes. Ghislaine Maxwell, elle, reste à ses côtés. Leur relation continue et ensemble, ils évoluent toujours dans les mêmes cercles. Et pendant ce temps-là, les activités d'Epstein ne s'arrêtent pas. Des victimes affirment que les abus auraient continué dans certaines de ses propriétés, notamment à Palm Beach, à New York ou évidemment sur son île. Mais par contre, du côté des victimes, là, ça commence à bouger. Entre 2009 et 2011, Virginia Giuffre prend la parole publiquement. Elle accorde des interviews et dépose des déclarations sous serment. Elle affirme avoir été abusée et envoyée auprès de personnalités influentes. I was trafficked to a lot of types of different men. I was trafficked to other billionaires. I was trafficked to politicians, professors, even royalty. So the circles that Jeffrey Epstein ran in weren't, it was the elite of the world. It was the people who run the world. It was the most powerful people in the world. And those are our leaders. Those are the people that we are supposed to look up to. It's corrupt. It's corrupt to the core. Certains noms apparaissent dans des procédures civiles, d'autres restent confidentiels. Puis, en 2018, un élément va relancer l'affaire à grande échelle. Le journal américain Miami Herald publie une série d'enquêtes approfondies qui reviennent sur ce qui s'est passé en 2008. Les journalistes révèlent le nombre de victimes identifiées et les failles du système judiciaire de l'époque. L'opinion publique redécouvre l'ampleur du dossier et la pression monte. Le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein est arrêté à l'aéroport du New Jersey. Et cette fois, ce sont les procureurs fédéraux du district sud de New York qui reprennent l'affaire. Il est inculpé pour trafic sexuel de mineurs et conspiration. L'affaire change enfin d'échelle. Après son arrestation en juillet 2019, Jeffrey Epstein est placé en détention préventive au Metropolitan Correctional Center de Manhattan. Il est incarcéré dans l'attente de son procès pour trafic sexuel de mineurs et conspiration. Et cette fois, les charges sont lourdes, il risque des décennies de prison. Mais à peine 2 semaines après son incarcération, un premier événement survient. Le 23 juillet 2019, Epstein est retrouvé inconscient dans sa cellule, avec plusieurs marques au cou. Les circonstances restent très floues. Est-ce une tentative de suicide? Est-ce une agression? Epstein, lui, dit avoir été agressé par son codétenu. Mais au final, rien n'est déterminé. À la suite de cet épisode, il est placé sous surveillance anti-suicide pendant plusieurs jours. Mais peu de temps après, cette surveillance est levée. Il est transféré dans une unité spéciale sans dispositif de surveillance particulier. Puis vient la date qui va faire basculer l'affaire. Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est de nouveau retrouvé inconscient dans sa cellule. Il est transporté à l'hôpital, mais cette fois, son décès est constaté. Jeffrey Epstein est mort. Le médecin légiste en chef de New York, Barbara Sampson, conclut officiellement à un suicide par pendaison. Selon le rapport, Epstein aurait utilisé un drap de prison attaché au lit superposé de sa cellule. Officiellement, l'affaire est donc classée comme un suicide, mais très vite, une série d'éléments troublants apparaissent. 1. Les gardiens. Dans la nuit du 9 au 10 août 2019, 2 agents pénitentiaires sont chargés de surveiller l'unité où se trouve Jeffrey Epstein, les agents Tova Noel et Michael Thomas. Selon l'acte d'accusation fédérale, les rondes de surveillance devaient être effectuées toutes les 30 minutes. Or, elles n'ont pas été faites pendant près de 3 heures. Les 2 agents seraient restés à leur bureau, auraient discuté, navigué sur Internet et même dormi. Pire encore, ils auraient falsifié les registres officiels pour faire croire qu'ils avaient bien effectué les rondes. Ils ont d'ailleurs par la suite été inculpés pour falsification de documents fédéraux.
Mais en 2021, coup de théâtre, les poursuites contre ces deux agents sont abandonnées. Un accord est conclu, les deux agents acceptent chacun 100 heures de travaux d'intérêt général, s'engagent à ne plus travailler pour le Bureau fédéral des prisons et repartent sans casier judiciaire. Mais évidemment pour beaucoup, la sanction est trop faible au vu de l'importance du dossier et des conséquences mondiales suite au décès de Jeffrey Epstein. Ils étaient censés le surveiller. 2. Les caméras de surveillance. Le procureur général de l'époque, William Barr, a déclaré avoir personnellement visionné des images de vidéosurveillance montrant que personne n'était entré dans la zone où Epstein était détenu cette nuit-là. Sauf qu'il faut savoir une chose, il n'existait aucune caméra à l'intérieur de la cellule et celle qui se trouvait à l'extérieur ne fonctionnait pas depuis plusieurs jours. Autrement dit, il n'existe aucun enregistrement clair, continu et exploitable qui permette de reconstituer ce qui s'est passé à l'intérieur de la cellule, à l'extérieur de la cellule ou autour de la cellule. Donc, pourquoi est-ce que le procureur général de l'époque a dit avoir vu ces vidéos? Et bien sûr, dans une affaire d'une telle ampleur, voir autant de dispositifs de surveillance tomber en panne au même moment ne peut qu'alimenter les interrogations. 3. L'analyse du corps. Comme je vous le disais tout à l'heure, le médecin légiste officiel de l'époque, Barbara Sampson, conclut à un suicide par pendaison. Mais cette décision ne fait pas l'unanimité. Le docteur Michael Biden, ancien médecin légiste en chef de New York et expert reconnu avec plus de 50 ans de carrière, affirme publiquement que certaines fractures observées au niveau du cou seraient plus compatibles avec un homicide qu'avec un suicide par pendaison. The injuries to the neck with fractures of the hyoid bone, the thyroid cartilage, 3 different fractures, and the particular hemorrhages in the eyes that we saw in the diagram were such that they were homicidal strangulation rather than a suicidal strangulation. Aussi, selon lui, les marques observées au niveau du cou d'Epstein ne correspondraient pas à celles laissées par un drap de prison, mais seraient plus compatibles avec un lien plus rigide, comme une corde par exemple. 4. Ses déclarations après le premier incident. Un dernier point alimente les interrogations. Après le premier incident du 23 juillet 2019, lorsqu'il est retrouvé inconscient avec des marques sur le cou, Jeffrey Epstein aurait tenu plusieurs propos qui semblent aller à l'encontre d'une intention suicidaire. Ses avocats ont affirmé qu'il leur avait assuré ne pas être suicidaire, mais aussi ne pas se sentir en sécurité en détention. Epstein s'entretenait aussi régulièrement avec le psychologue de la prison et il n'aurait pas exprimé d'intention suicidaire lors de ces échanges. Bref, vous l'aurez compris, la mort d'Epstein ne met pas fin à l'affaire, mais elle marque le début d'une nouvelle phase. Plus d'1 an après la mort d'Epstein, en juillet 2020, le FBI arrête Ghislaine Maxwell. Elle est inculpée pour trafic sexuel de mineurs et conspiration, notamment pour son rôle dans le recrutement de jeunes filles pour Epstein. En décembre 2021, elle est reconnue coupable et en 2022, elle est condamnée à 20 ans de prison. Pour la première fois dans cette affaire, une figure centrale du système est condamnée à une peine lourde. I believe that he was murdered. I was shocked. And I wondered how it had happened. I honestly wish I'd never met him. Looking back now, I probably wish I had stayed in England. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parmi les victimes, je vous parlais tout à l'heure de Virginia Giuffre. Vous vous en rappelez ? Eh bien, figurez-vous qu'en mars 2025, elle est impliquée dans un grave accident de voiture. L'accident suscite bien sûr de nombreuses réactions, certains n'y voient qu'un simple accident, mais d'autres s'interrogent sur les circonstances. Puis, quelques semaines plus tard, le 25 avril 2025, Virginia Giuffre est retrouvée morte chez elle. Les autorités concluent à un suicide, mais évidemment cette annonce provoque une onde de choc. Certains de ses proches, notamment son père, expriment publiquement leurs doutes et demandent une enquête approfondie. I can't believe that this is happening. It's impossible. And then for them to say that she committed suicide, there's no way that she did. Somebody got to her. Le père a d'ailleurs dit « Quelqu'un s'est occupé d'elle ». Un message qu'elle avait publié en 2019 sur les réseaux sociaux a alors refait surface. Elle y écrivait qu'elle n'était en aucun cas suicidaire et demandait que, si quelque chose lui arrivait, cela ne soit pas ignoré. Officiellement, la cause du décès reste un suicide, mais dans l'opinion publique, cela rajoute une zone d'ombre à une affaire qui en compte déjà beaucoup. Et donc, ce que l'histoire laisse officiellement, si on s'en tient aux documents judiciaires, Jeffrey Epstein est mort avant son procès
Ghislaine Maxwell a été condamnée à 20 ans de prison, plusieurs victimes ont obtenu des indemnisations civiles et beaucoup de défaillances ont été reconnues. Mais par contre, aucun vaste réseau n'a été juridiquement démantelé. Aucun acte d'accusation massif contre des personnalités publiques majeures n'a suivi et beaucoup de noms apparaissent dans des documents sans qu'ils ne soient poursuivis pénalement. Tiens, et d'ailleurs, ces documents, parlons-en enfin. Après la mort d'Epstein, une partie de l'affaire ne se joue plus seulement dans les tribunaux, mais dans les archives. Le 30 janvier 2026, le ministère américain de la Justice publie une large partie des documents liés à l'enquête. Photos, vidéos, emails, transcriptions d'auditions, pièces à conviction, carnet d'adresses, registres de vol, décisions de justice, un volume considérable de fichiers. Et évidemment, dès leur mise en ligne, Internet s'en empare. Les gens téléchargent les documents, les analysent, les classent. Certains créent des bases de données complètes, d'autres isolent des extraits précis. Un nom, une date, un mot-clé. Très vite, des captures d'écran circulent partout sur les réseaux sociaux. Parmi les noms qui apparaissent dans ces documents, on retrouve notamment l'ancien président américain Bill Clinton, le président américain actuel Donald Trump, le prince Andrew, l'entrepreneur milliardaire Elon Musk, le chanteur Michael Jackson, l'ancien ministre français Jack Lang, l'homme d'affaires Bill Gates ou encore le réalisateur Woody Allen. Certains ont reconnu avoir croisé Epstein dans un cadre social ou professionnel uniquement, et d'autres ont nié toute proximité avec lui. À ce stade, l'enquête est toujours en cours. Ce sont des éléments qui existent, qui doivent être examinés et qui relèvent maintenant du travail des enquêteurs. Moi, je ne vais pas les interpréter dans cette vidéo et résoudre des enquêtes. Mon objectif ici est de rester factuel. Un autre nom apparaît régulièrement dans les archives rendues publiques récemment, celui de Karina Shuliak. Il a été cité près de 45 000 fois. Karina Shuliak est connue comme ayant été la compagne de Jeffrey Epstein dans les années précédant sa mort. Selon plusieurs sources, Epstein aurait financé ses études dentaires, soutenu financièrement sa famille et facilité les démarches administratives pour qu'elle obtienne la nationalité américaine. Mais en échange, elle aurait dû jouer un rôle important dans l'organisation du quotidien d'Epstein, en gérant la logistique autour de ses résidences, de ses déplacements et de son entourage. Selon les documents rendus publics, Karina Shuliak aurait également géré une partie des commandes en ligne faites pour les résidences d'Epstein, notamment pour se faire livrer des choses sur son île privée. Parmi les historiques d'achats rendus publics, on y trouve par exemple des livres consacrés à l'art de travailler au service de l'élite ou à la maîtrise des codes sociaux. Il aurait aussi acheté des livres sur la psychologie, sur l'influence et les mécanismes de manipulation, d'autres sur les thématiques liées aux dérives morales et au voyeurisme. Parmi les objets commandés, on retrouve des éléments assez classiques, comme du mobilier et des accessoires divers, mais aussi des articles plus troublants dans un tel contexte, comme des jouets pour enfants, des jumelles ou encore des fouets. Mais j'aimerais aussi revenir 2 secondes sur un autre type d'équipement qu'il achetait très régulièrement, des caméras miniatures. Selon plusieurs témoignages, Jeffrey Epstein aurait dissimulé de nombreuses caméras dans ses propriétés. L'idée qu'il enregistrait des images de ses invités a souvent circulé. Certains anciens collaborateurs ont affirmé qu'il souhaitait simplement documenter ce qui se passait dans ses résidences, mais d'autres ont dit qu'il conservait ces enregistrements pour disposer d'un moyen de pression, autrement dit, pour faire du chantage. Et donc, si on revient sur Karina Shuliak, la personne qui s'occupait de l'organisation d'Epstein, un autre point est intriguant. Le fait qu'elle n'ait jamais pris la parole publiquement depuis la mort d'Epstein. À ce jour, elle n'a pas été inculpée dans l'affaire et n'a pas été présentée comme accusée dans les procédures liées au réseau, alors que certaines sources affirment qu'elle savait très bien ce qui se passait. D'autres documents expliquent que Karina Shuliak serait la principale héritière de l'immense fortune de Jeffrey Epstein. Mais bon, pour le moment, on n'en sait pas plus sur cette affaire. Après la publication des archives, un autre phénomène est apparu. L'analyse massive des mots contenus dans les documents. Des internautes enquêteurs ont passé des milliers d'emails et de fichiers en revue, en utilisant des outils pour identifier les termes les plus fréquents, et ont remarqué que certains mots revenaient régulièrement, comme par exemple pizza, travel, massage ou encore jerky. Sur certains forums, ces mots-clés ont été interprétés comme des codes qui pourraient être utilisés pour faire passer des messages en toute discrétion. Mais bon, comme aucun document officiel pour le moment n'a confirmé cette théorie, je préfère pas m'avancer, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, je reste sur des événements factuels. D'ailleurs, depuis que ces documents ont été diffusés, plein de théories ont surgi sur internet. Cannibalisme, torture, notamment avec la présence d'un cabinet dentaire sur l'île. On dit même que Jeffrey Epstein ne serait pas mort, qu'il aurait été aperçu en Israël, qu'il faisait partie du Mossad. Mais je le redis clairement, l'objectif de cette vidéo n'est ni de confirmer ni de démonter ces théories.
Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Je me base juste sur des éléments établis, vérifiables et documentés. Pour ce qui est du reste, je pense que le mieux c'est de laisser l'enquête suivre son cours. J'aimerais finir cette vidéo en rappelant que cette affaire, avant d'être un sujet viral, des théories ou un terrain d'enquête pour Internet, c'est une histoire vraie, avec de vrais crimes et surtout de vraies victimes. Derrière les documents, les noms connus, les photos et les rumeurs, il y a des parcours brisés, des traumatismes, des vies marquées à jamais, et c'est important de ne pas l'oublier. L'affaire Epstein révolte, fascine, interroge. Et quand une affaire touche à des sujets aussi sensibles et à des milieux aussi puissants, chacun veut comprendre, chacun veut sa version, chacun veut trouver la vérité cachée. Mais justement, plus un dossier est sensible, plus il demande du temps. Tout ce qui circule en ligne n'est pas forcément vrai. Tous les détails troublants ne sont pas forcément des preuves. Et à l'inverse, l'absence de réponse immédiate ne justifie pas de combler les vides par des certitudes. Aujourd'hui, une partie des faits est établie, une autre reste encore floue. Des documents continuent d'être analysés et des enquêtes se poursuivent. En tout cas, je tenais à vous dire que cette vidéo a été pour moi l'une des plus difficiles à écrire et à tourner. Déjà parce que c'est un sujet sensible et qui me touche, mais aussi parce qu'il y a énormément de documents. Il est très compliqué de s'y retrouver, de faire la part des choses et d'y voir clair avec toutes ces théories, ces photos, ces vidéos et ces informations. Et surtout qu'à mon avis, on est encore très loin de connaître la vérité sur cette affaire. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre cette affaire. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à débattre dans les commentaires. Encore une fois, c'est un espace où on est tous libres de dire ce qu'on a envie de dire, tout en restant évidemment correct et poli. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Kinoui. Ciao tout le monde.